Alors, j'avais envie de raconter une bonne histoire. Et une bonne histoire, c'est une bonne situation de base. Quelque chose qui excite mon imaginaire, quelque chose qui m'intrigue, quelque chose où je sens qu'il y a un potentiel intéressant, même si je ne sais pas encore ce que c'est comme potentiel, quelque chose qui me donne envie d'écrire. L'idée de d'une femme ou plutôt d'une vache génétiquement modifiée de manière à ressembler à une belle jeune fille. C'est une idée que j'avais déjà eue il y a quelques années, j'en avais fait une petite nouvelle, mais j'avais envie de la traiter autrement. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne histoire à raconter maintenant, dans cette drôle d'époque que nous vivons où nous sommes tous très soucieux de nos identités, nos ascendants, à quel genre d'ensemble et de sous-ensemble nous appartenons. Je me suis dit qu'une histoire où on va un peu brouiller les cartes en s'amusant, ça pouvait être une bonne histoire. Je pense qu'un lecteur ne retient jamais vraiment une histoire. Quand on se souvient d'un livre des années après l'avoir lu, généralement on ne se souvient pas des subtilités du scénario ou du nom d'un personnage. Ce dont on se souvient généralement, c'est d'une émotion qui nous a traversé quand on lisait. Et je trouve que le plus beau souvenir qu'un livre puisse laisser, c'est une émotion. Finalement, la nature de l'émotion n'est pas très importante, parce que chaque lecteur a des émotions qui lui sont propres. Mais s'il pouvait rester de ce livre dans quelques années une émotion chez le lecteur, je serais très content. Le processus d'écriture est simple et méthodique. Dans la mesure où c'est mon activité professionnelle, c'est horrible de dire ça, c'est nécessaire qu'il y ait une méthode. Alors la méthode, elle est très simple. Première chose, je dépose des enfants à l'école. Ça, c'est fait. Deuxième chose, je continue, je vais dans un petit café que j'aime bien, un peu populaire, comme ça. Je m'installe à la table, à ma table, de préférence à la table du fond, près de la fenêtre, près du radiateur aussi, j'aime pas avoir froid. Et puis là, je travaille généralement de 8h30, 9h jusqu'à 11h30 du matin. Là, je vais faire du sport. Et après le sport, je prends une petite douche. Et là, je rentre chez moi et je travaille chez moi. Mais les meilleures heures, les heures où j'écris les meilleures choses et généralement où j'avance le mieux, c'est vraiment les heures du matin, 8h30, 11h30, dans ce café où le brouhaha, les allées-venues, les gens qui passent, en fait, me permettent de me concentrer très bien. Voilà. Travailler chez moi, ça va pas. En général, travailler dans un lieu public, c'est mieux. Voilà. D'abord, comme je le disais, je crois qu'il y a, dans chaque époque, il y a des histoires qui seront intéressantes à raconter, parce que c'est peut-être des histoires qui vont dire des choses sur l'époque dans laquelle elles sont nées. Il ne faut pas forcément partir dans des métaphores ou quoi, mais j'aime bien une histoire qui va me permettre d'éclairer, de rayonner dans une époque. Généralement, c'est l'époque dans laquelle on se trouve, donc le présent. Et puis, effectivement, à mesure que j'avance, j'ai des questions qui apparaissent dans mon esprit, qui sont souvent des questions très précises, très techniques. Hein. Concernant le sang des bêtes, j'avais une question très précise et très technique sur les toilettes sèches. J'en ai jamais eu, j'en ai jamais pratiqué, et donc j'avais besoin de savoir ce qui se passe quand on vomit dans une toilette sèche. C'est une question. Et donc j'ai fait, là, il y a un outil fabuleux qui est Facebook. J'ai la chance d'avoir en fait pas mal de gens qui me suivent en fait. Et généralement, c'est une espèce de communauté assez efficace et assez enthousiaste. Donc, je peux poser à peu près n'importe quelle question dans l'heure qui suit. J'ai des réponses qui sont souvent super pertinentes et souvent surprenantes. Donc, elles ouvrent des voies d'écriture auxquelles je n'avais pas pensé avant. Pour plein de mauvaises raisons, je pense. C'est-à-dire que quand j'étais vraiment très très jeune, l'écriture m'apparaissait comme un parfait métier de fainéant. Je me disais, ça doit être gai, t'écris de temps en temps, et puis ça rapporte tellement d'argent que tu dois rien faire d'autre, et tu mènes une vie de bohème comme ça, mais tout en gagnant sa vie et en ne travaillant pas beaucoup. Je me trompais sur ce point-là, évidemment. Ça m'apparaissait comme un métier qui permettait d'avoir une certaine forme de connaître la gloire, le succès,
la reconnaissance sociale, etc. Sur ce second point, je me trompais aussi. Et je crois, et ça c'est peut-être pas une mauvaise raison, c'est peut-être la bonne raison, je pense que pour des tas de raisons, j'ai été amené à lire des livres vraiment très jeunes, même des livres que je comprenais pas du tout, que j'ai découvert en lisant assez jeune que c'était quelque chose qui pouvait vraiment faire voyager l'imaginaire. Et que travailler avec comme matière première l'imaginaire, le sien et celui des lecteurs, c'est, je trouve, une des plus passionnantes activités qui soit. Voilà. Si j'avais pas été écrivain, ça m'aurait bien plu de faire un truc hyper concret. Donc de faire genre ingénieur civil, construire des ponts, des tunnels, des trucs qu'on voit, des trucs en dur, comme ça. Un truc en rapport avec la science, ou alors la médecine peut-être. Mais ingénieur civil, si j'avais eu les capacités intellectuelles, c'est-à-dire si j'avais eu quelques talents pour les mathématiques ou des choses comme ça m'aurait vraiment, vraiment bien plu. Alors, c'est dans un ordre qui peut changer selon l'heure de la journée, hein. Je pense que le Comte de Monte Cristo fait partie du top 5. J'adore cette aventure tumultueuse, ce personnage, cet amour fou et déchirant, cette vengeance mûrement réfléchie et menée, élaborée, machiavélique, les rebondissements, les décors, enfin c'est vraiment un roman absolument fabuleux. Je pense que dans le top 5, il doit certainement y avoir Les Contes de la folie ordinaire de Bukowski, qui est une de mes premières grandes émotions littéraires. Un auteur qui raconte d'une manière tout à fait pas académique, dans une langue qui est la sienne, à la fois très brute et très douce et très poétique, des choses absolument épouvantables et merveilleuses à la fois. J'ai trouvé ça fabuleux et merveilleux. Dans le top 5, peut-être que je mettrais l'un ou l'autre roman de Pérec. Alors lequel? Ils sont tous merveilleux. Il y a Un homme qui dort. J'adore cette façon de parler à la deuxième personne du singulier. Ça devient un texte hypnotique. J'adore La disparition, qui est sublime, qui est un espèce de numéro de virtuosité, mais aussi de beauté littéraire et de profondeur. La disparition, je trouve ça reste quelque chose qui dépasse aussi dans son côté vraiment purement performatif, quoi. La littérature, c'est quelque chose, on peut ouvrir une page et la lire et ça reste extraordinaire, quoi. Le numéro 4, peut-être que je choisirais un grand roman de science-fiction, Hyperion de Dan Simmons, voilà, qui fait partie de ces grands livres de l'imaginaire. C'est toutes ces grandes images du space opéra, avec une imagination donc absolument sans limite, des images incroyables qui apparaissent dans votre esprit comme ça. C'est un livre génial qui m'a beaucoup fait rêver. Choisissons bien le 5e. Je prendrais un petit livre de nouvelles d'une japonaise qui s'appelle Yoko Ogawa et qui s'appelle La piscine, la grossesse et les abeilles. C'est 3 nouvelles racontées avec une douceur infinie des choses, une cruauté absolue, en tout cas pour la première nouvelle qui s'appelle La piscine. C'est un des plus beaux et fous personnages de littérature, une petite jeune fille qui vit dans un pensionnat, et c'est la seule fille qui a encore ses parents parce que c'est la fille des propriétaires. Elle est folle amoureuse d'un jeune homme qu'elle va voir à la piscine plonger régulièrement. Elle l'admire, mais voilà. Et toute cette libido qui ne peut pas se concrétiser avec ce beau jeune homme, elle va se distordre pour devenir des pulsions cruelles à l'égard d'une petite orpheline de 2-3 ans qui marche à peine et qu'elle va faire souffrir tout au long de la nouvelle. C'est épouvantable et c'est merveilleusement beau. Je suis plus film que série. J'adore les séries, je me suis laissé embarquer dans plein de séries, j'ai adoré ça. Je crois que je préfère le vrai beau long métrage. Là-dedans, je pense que si je devais mettre un top 5 des films, dans un ordre ou dans un autre, il y aurait certainement Rocky, le premier, Sylvester Stallone, qui sera
potentiellement le sujet de mon prochain roman d'ailleurs. J'adore ce film qui a, je pense, définitivement changé ma vie. Voilà, on vous apprend la chose très simple qu'il y a moyen d'y arriver. C'est un film merveilleux, la musique, Sylvester Stallone jeune, tout est bien, tout est beau. C'est beaucoup plus un film d'ailleurs d'amour qu'un film de boxe. Mais voilà, c'est un film qui m'habite, je pense, au quotidien. Rencontre du troisième type fait partie de ces grands films de science-fiction qui m'ont tellement fait rêver quand j'étais gamin, qui m'ont tellement donné envie de me faire enlever par des extraterrestres, qui m'ont tellement donné envie de faire du cinéma, alors que je n'en ai jamais fait, mais qui m'ont tellement fait penser et réfléchir en images. Spielberg est un génial fabricant d'images et je reste convaincu que la littérature est aussi un art visuel et que la littérature se nourrit des images du cinéma de la même manière que le cinéma se nourrit des images de la littérature. Donc Rencontre du troisième type, oui, certainement. Blade Runner aussi, voilà, c'est aussi un film de science-fiction, mais c'est intéressant comme évidemment la science-fiction est incroyablement à l'aise au cinéma, en tout cas peut s'épanouir au cinéma, que c'est un média de l'imaginaire et du rêve. Et d'ailleurs, peut-être le quatrième, ça sera encore un film de science-fiction, ça sera Alien. Cette science-fiction qui soudain n'est plus une science-fiction propre et aseptisée, comme on peut souvent le voir, mais qui est une science-fiction industrielle, où ça rouille, où ça coule. Et puis, une science-fiction de l'épouvante aussi, c'est intéressant de mélanger ces deux genres-là. L'apparition d'une des premières grandes héroïnes, d'ailleurs, de science-fiction, c'était une grande figure féminine quoi, du cinéma, que le commandant Ripley, qui a un courage de dingue, un sang-froid de fou, et qui arrive jusqu'au bout à virer cette créature de sa capsule. Et d'ailleurs, le parcours qu'elle a dans les autres aliens, je trouve ça très très beau. Cinquième film. Ah, peut-être des films où on va un petit peu déconstruire les formes narratives habituelles. Genre ce film allemand qui s'appelle Cours Lola Cours, qui est l'histoire d'une jeune femme qui doit aller secourir son amoureux qui est dans une mauvaise situation. Et le film, ça va être toutes les tentatives qu'elle fait. Et chaque fois, elle échoue et le film fait une sorte de rewind. Et elle revient à la situation initiale pour recommencer notre option. A priori, c'est tout ce qu'on vous dit de ne pas faire dans les écoles de scénario. Et c'est génial de voir que ce qu'on vous dit de ne pas faire, quand on le fait, bien, ça fonctionne merveilleusement.